Bon jeudi à tous, bienvenue sur Overtime NHL, 5e épisode de la saison. Je suis Jonathan Filion, très heureux de vous retrouver à nouveau cette semaine pour discuter NHL parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités, encore une fois, dans les 2 dernières semaines. On aura la chance d'en discuter avec notre invité de la semaine, Danny Gélina, qu'on retrouvera un peu plus tard. Mais juste avant, je vous en ai parlé à la fin du dernier épisode. On a la chance d'avoir une interview exclusive réalisée avec Yannis Jérôme Moser, le défenseur biennois des Coyotes de l'Arizona. C'est une interview qu'on a enregistrée il y a 2 semaines exactement. Il a été très généreux, Yannis Moser. Il a passé tout près d'une trentaine de minutes avec nous pour répondre à nos questions. Donc, j'ai très hâte de vous présenter cette interview. Mais avant tout, laissez-moi vous rappeler que tous les épisodes d'Overtime NHL sont disponibles sur nos différentes plateformes numériques, que ce soit sur notre site Internet, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast ou SoundCloud. Également disponibles sur notre application numérique. Tous les épisodes d'Overtime et d'Overtime NHL s'y retrouvent. Donc, téléchargez-la en grand nombre. Également, à 20h sur MySports 1, tous les épisodes de Overtime NHL sont diffusés le jeudi. Donc, vous pouvez nous voir également à la télévision. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes, sur nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer des nouveautés concernant Overtime NHL. Voilà, tout est dit. Maintenant, on passe à l'interview réalisée avec Yannis Moser. Pour l'épisode de la semaine d'Overtime NHL, on a l'immense chance d'avoir avec nous le défenseur biennois des Coyotes de l'Arizona, Yannis Jérôme Moser. Yannis, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à toi. Bon, je t'appelle Yannis. Je sais qu'en Amérique du Nord, c'est JJ. Je ne sais pas ce que tu préfères. Pour moi, ça dépend pas vraiment, mais c'est juste plus facile pour les Américains de m'appeler JJ. Oui, évidemment. Ils rebaptisent quelques joueurs comme ça parfois pour se simplifier la vie. Et Yannis, bon, on est au mois de novembre. C'est un mois de novembre très pluvieux et très gris du côté de la Suisse. J'imagine que toi qui vis maintenant dans le désert américain, ça doit pas trop te manquer ce mois de novembre, ce mois de novembre pluvieux. Ouais, non, pour moi, ça joue d'être en Arizona au mois de novembre avec le beau temps. J'imagine. C'est quand même un cadre assez particulier pour jouer au hockey. Le désert, les cactus, c'est quand même bien différent de Bienne. Yannis, je veux quand même qu'on revienne sur ta saison jusqu'ici. Il y a 15 matchs de jouer à la saison au moment où on se parle. Tu as déjà 8 points à ta saison, ta 3e en Amérique du Nord. Est-ce que tu es satisfait jusqu'ici de ta saison? Ouais, je pense, ouais, ça va pas mal. Jusqu'à ce moment-là, je pense, c'était pas parfait au début de la saison. Et maintenant, ouais, les derniers matchs, c'était beaucoup mieux. Et puis, ouais, en tout, je pense que c'était pas mal. Ben, tu dis que c'était pas parfait au début de la saison. Justement, quand on regarde ton temps de jeu par match, au début de la saison, tu es passé de 14 minutes à devenir le défenseur le plus utilisé dans le match d'hier soir là, contre Dallas. Tu avais plus de 23 minutes de jeu. Qu'est-ce qui a changé pour toi là, entre le début de saison et en ce moment pour expliquer justement ces responsabilités plus accrues au sein du club? Je dirais que je devais juste un peu focuser plus sur la côté défensif de mon jeu. Et puis, ouais, après, je pense qu'ils ont vu que je fais mon job bien défensivement. Et puis, ça a donné plus de confiance au coach de me mettre sur la glace plus de temps. Tu viens de parler du coach André Tourini, qui est l'entraîneur-chef du côté de l'Arizona. Bon, moi, je le connais évidemment parce que je suis québécois. Il est natif d'une ville tout près d'où je viens. C'est un coach reconnu dans le monde du hockey au Québec, en Amérique du Nord. Il a vraiment une très, très bonne réputation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui, de la relation que tu as avec lui, le style de coach qu'il est? Est-ce qu'il est à ce point important dans les succès de votre équipe? Ouais, je pense qu'il est très important. Ouais, moi, venu en Amérique du Nord, c'était au même temps que lui, il a commencé avec le club. Et puis, ouais, comme ça, on a un peu commencé au même temps. Et puis, non, j'aime vraiment bien de jouer pour lui. Je pense qu'il est,
ouais, venant des juniors, il vraiment comprend ou il veut vraiment comprendre la côté des joueurs, comment les joueurs y pensent et puis il veut vraiment ouais, bien comprendre ouais, leur perspective et puis je pense que ça c'est ouais, c'est très important de sentir comme joueur que l'entraîneur veut vraiment ouais, de entendre qu'est-ce que tu penses et puis tout ça et puis sinon je pense ouais, il est vraiment bien en communication. Il parle vraiment bien et puis ça, ouais, ça se fait, c'est plus facile pour les joueurs. Ouais, vous êtes une jeune équipe du côté de l'Arizona. Lui, il a beaucoup d'expérience avec les juniors. C'est certain que ça peut aider. Et d'ailleurs, ça transparaît dans les résultats. Hier, bon, évidemment, le 14 novembre, en Amérique du Nord, vous avez perdu votre match contre les Stars de Dallas en prolongation. Les Stars, qui est quand même l'une des meilleures formations de l'Ouest de la Ligue nationale de hockey. Vraiment, là, vous avez fait un pas en avant cette année par rapport aux résultats des dernières années. Évidemment, on suit beaucoup en Suisse les Coyotes de l'Arizona depuis que tu as intégré la formation. Qu'est-ce qui, selon toi, a le plus changé dans l'équipe pour vous rendre à ce point compétitif cette année? Ouais, on a signé des joueurs pour en été. Ça, c'était ouais, un grand signe aussi de la part de l'organisation, du management. On a toujours eu ouais, le sentiment les dernières années quand ouais, on est dans le regroupe et puis ouais, des fois on veut avoir plus des draft picks et puis tout ça. Et puis maintenant cet été, on a vraiment ouais, eu le sentiment que ouais, maintenant on commence maintenant, on prend les pas en avance et puis maintenant on veut vraiment ouais, aussi focuser plus aux résultats. Et puis je pense ça, ouais, ouais, c'était vraiment très important. Et puis aussi les dernières années, je pense qu'on a des fois eu les contrats avec les joueurs qui s'étaient un peu plus vieux et puis qui ont eu des ouais, mauvais contrats d'une autre équipe seulement pour nous permettre d'avoir plus des draft picks. Et puis je pense maintenant ça a aussi changé. On est beaucoup de jeunes gars et puis on veut vraiment ouais, être part de ce projet. Et je pense que ça c'est ouais, c'est le plus important. Tu parles d'un projet, tu parles d'un pas en avant de votre équipe cette saison, une équipe jeune. Il y a quelques clubs qui se retrouvent un peu dans votre situation. Je peux penser par exemple au Canadien de Montréal qui est en reconstruction, aussi sur la fin d'une reconstruction ou au cœur d'une reconstruction, mais qui travaille avec beaucoup de jeunes. Du côté de clubs comme ça, on ne veut pas parler de playoffs, on veut parler plus de progression. Du côté des Coyotes de l'Arizona, est-ce que vous visez les playoffs? Est-ce que vous visez une année de progression? Est-ce que c'est trop tôt pour parler de playoffs dans votre cas? Non, je pense les deux trucs ils sont connectés. Je pense ouais, le plus important c'est vraiment ouais, de nous améliorer, de prendre ce prochain pas. Mais c'est aussi clair que ouais, qu'on vise les playoffs, qu'on veut être le plus proche qu'on peut. Et puis, ouais, si on arrive de faire les playoffs. Même si tes performances sont très convaincantes, tu restes un joueur de 23 ans. C'est tout jeune pour la Ligue nationale de hockey. Tu es un défenseur, toi aussi, en progression. Est-ce qu'il y a un aspect de ton jeu sur lequel tu veux vraiment bosser là, spécifiquement, spécialement au cours de de cette saison? Ouais, pour moi, je pense que c'est toujours le physique. C'est toujours ouais, être un joueur plus physique. Euh, et aussi, comme défenseur, je pense que c'est important de apporter ouais, ce part du jeu pour l'équipe. Et puis, ouais, sinon, moi, je pense que c'est plus important de focuser sur la défensive, être vraiment très solide, donner le sentiment au coach qu'il peut me mettre sur la glace dans toutes les occasions. Et puis après, je pense, ouais, la côté offensif, ça suit naturellement. Tu parles du côté physique. Est-ce que c'est la plus grande différence que
tu as vu entre le hockey européen et le hockey nord-américain. Est-ce que ça a été pour toi peut-être la plus grande difficulté pour t'adapter au hockey là-bas? Euh, ouais, je pense que c'est clairement un aspect qui est vraiment important, mais je pense que c'est plutôt la grandeur ou la taille du glace. Je pense que ça change le jeu vraiment, ouais, grand chose. Je pense que on doit juste jouer différemment et puis c'est clair que il y a beaucoup plus de contact physique. Oui, c'est un hockey quand même différent. Là, surtout en playoff, ça devient tellement physique, la NHL. C'est vraiment un autre hockey. Yannis, ça fait maintenant 3 ans que tu es en Amérique du Nord. C'est la première fois qu'on a la chance à Overtime NHL de discuter avec toi. Donc, je veux quand même revenir sur certains moments forts de ces dernières années, certains moments importants pour toi, à commencer par le draft. Euh, Est-ce que tu t'attendais ou pas du tout d'être drafté à 21 ans? Tu venais tout juste d'avoir 21 ans là, dans la NHL à cet âge. Est-ce que c'était une surprise pour toi? Non, je dirais pas une surprise. Je pense qu'on a quand même eu ouais, assez de contacts et puis assez des discussions avec les équipes. Pour moi, c'était la question, peut-être, ça peut être que ouais, je me fais drafter dans la septième round, sixième round. Peut-être c'est un peu ouais, une surprise que c'était tellement tôt, mais ouais, je pensais qu'il y a une ouais, assez grande chance de me faire drafter. Justement, les Coyotes t'ont repêché 60e au total en deuxième ronde. Est-ce que pour toi, c'était un vote de confiance? Est-ce que ça veut dire pour toi qu'ils te voulaient vraiment? Ouais, c'est un signe ouais, assez strong assez fort pour moi parce que ouais, quand je suis arrivé en Amérique du Nord, c'est différent si tu viens comme first rounder ou même deuxième, troisième. Ouais, les gens, ils parlent différent à toi comparé si tu es un ouais, sixième, septième round. Ça, c'est quelque chose ouais, que je pensais pas, mais que c'était vraiment, ouais, vraiment spécial que, ouais, c'est une grande différence si tu es drafté ouais, premier ou deuxième round comparé au round 6 ou 7. Surtout qu'à ton année de draft, les Coyotes de l'Arizona n'avaient pas de choix en première ronde. Donc, tu étais le premier choix de ce draft-là des Coyotes. Donc, c'est sûr que ça rajoute de l'attention sur toi. Est-ce que ça rajoute beaucoup de pression? Euh, Ça rajoute un peu de pression, mais je pense que ça rajoute plus de occasions. Parce que ouais, les équipes, ils veulent que ouais, que t'es fort, que tu joues bien, parce que ouais, eux ils ont, ils, ils te choisissaient. Et puis ouais, pour ça, eux, ils sont vraiment l'intention que ouais, tu le fais bien. Et puis c'est aussi mieux pour eux si toi, tu fais un beau job. Je voulais savoir comment tu as appris que les Coyotes de l'Arizona t'avaient repêché. Est-ce que tu étais sur place? Est-ce que tu regardais à la télé? Est-ce que tu n'en avais aucune idée? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as appris? Non, moi, j'étais dans un restaurant avec ma famille. Ouais, on a mangé et puis après, on a regardé sur mon iPhone. On a suivi un peu. Et puis après, ouais, c'était un bon moment. Puis après, tu reçois l'appel tout de suite après. Et puis, ouais, il te bienvenue. Et puis, c'était un bon moment aussi de le partager avec ma famille. Qui t'a appelé? Est-ce que c'était le directeur général? Est-ce que c'était le scout? Non, ouais, c'était tout le scouting team. OK. C'était le directeur général avec les head scouts. C'était, ouais, toute l'équipe. Tu as commencé ta première saison en Amérique du Nord l'automne suivant. Tu avais 21 ans. Tu as été retranché dans la Ligue américaine
où tu as joué 18 matchs avant d'être appelé en NHL. Et depuis ce temps-là, tu as ta place avec les Coyotes de l'Arizona. Étais-tu surpris que ton passage dans l'AHL soit si court, que ça prenne, que ça aille si vite avant que tu aies ta place dans la Ligue nationale de hockey? Ouais, je dirais oui. Moi, j'expectais que, ouais, peut-être si j'ai la chance, je peux jouer quelques matchs à la fin de la saison. Et puis, ouais, après, c'était, c'était très bien pour moi que, que c'était seulement 18 matchs et puis après que je suis pas revenu au AHL. Tu viens de parler de ta famille quand tu as appris que tu étais drafté. Tu as évidemment quitté la Suisse, toi qui étais resté dans l'univers biennois toute ta carrière. Tu as quitté la Suisse donc à 21 ans pour t'établir en Amérique du Nord, pour t'établir en Arizona. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de quitter la maison aussi jeune? Ouais, c'est clair que c'est pas facile ouais, si tu vas dans un autre continent, dans un autre pays, dans une autre culture, c'est tout différent. Mais ouais, je pense que c'était pas facile, mais c'était aussi excitant, on dit comme ça. Ouais. C'était ouais, aussi cool de apprendre beaucoup de choses sur toi-même. Qu'est-ce que tu fais si tu es tout seul? Qu'est-ce que tu fais si tu n'as aucune idée comment certaines choses fonctionnent? Et puis, ouais, qu'est-ce que tu fais si tu dois trouver un appart, si tu dois trouver un voiture et puis tout ça, si tu dois, ouais, te organiser un nouveau vie. Est-ce qu'il y a peut-être un joueur ou des joueurs qui t'ont aidé un peu à l'arrivée, qui t'ont pris un peu sous leurs ailes pour te guider dans cette nouvelle vie-là? Ouais, il y a toujours des bons gars qui t'aident et puis c'est aussi à toi de vraiment ouais, poser les questions, demander ouais, comment on fait ça, comment on fait ça. Et puis, ouais, il y a toujours des bons gars qui t'aident vraiment. Les Coyotes de l'Arizona, ce n'est pas nécessairement l'équipe, la franchise de NHL qui a la meilleure publicité dans les médias pour différentes raisons. Mais comme joueur avec du recul, là, toi qui es déjà dans l'équipe depuis 3 ans, est-ce que tu penses que c'était peut-être la meilleure destination pour ton développement à toi? Ouais, c'est clairement un meilleur, ouais, t'as des meilleures occasions si tu viens dans une franchise comme ça, parce qu'il y a aussi moins de pression, il y a moins des trucs ailleurs de loquer. Si je pense à ouais, être un jeune gars à Montréal ou Toronto, je pense qu'il y a tellement de trucs ailleurs du hockey ouais, qui sont difficiles ouais, à manager comme jeune gars. Et puis, ouais, de ça, je pense que c'était plus facile là. Et puis aussi, avoir moins de concurrence, moins de compétition pour trouver ton spot dans l'équipe. Et puis aussi d'avoir ouais, plus d'occasions de jouer power play, box play. Et puis, ouais, pour être sur la glace au moment important. J'ai souvent entendu, tu me corrigeras si je me trompe, mais j'ai souvent entendu de la part de joueurs qui jouaient en Arizona que c'était vraiment un bel environnement où vivre. Pour le joueur, là, l'organisation traite bien ses joueurs, c'est un bel environnement et tout. Est-ce que c'est toujours le cas? Ouais, c'est vraiment, ouais, pour moi, c'est vraiment très, très beau de vivre là. Il y a toujours le bon temps, il y a, ouais, c'est dans le sud. Je pense que c'est une belle ville. Scottsdale, c'est une belle ville. C'est, ouais, vraiment très bien à vivre là. Et aussi de cette part, je pense que c'est vraiment très bien d'être repêché par cette franchise. Ça fait partie de l'expérience totale aussi, là. C'est important d'être bien où on vit. Et on parle de la franchise, on parle de ce qui a fait évidemment les manchettes du côté de l'Arizona. Le Mullet Arena, la patinoire, évidemment, qui est bien différente de celle des autres patinoires de NHL. Ça fait couler beaucoup d'encre.
plusieurs médias en ont parlé au cours des dernières années. Toi, ça fait maintenant une saison et demie, là, tout près, là, une saison et un début de saison que tu joues dans cette patinoire-là, le Mollet Arena. Il n'y a pas meilleure personne, je pense, pour parler de cette patinoire que quelqu'un qui vit à l'interne dans cet environnement. Est-ce que c'est si pire qu'on en a parlé dans les médias aussi? C'est un bel environnement quand même pour jouer. Ouais, je pense ça dépend. Ça dépend de la perspective. Je pense si t'es un gars qui a joué euh, dans dans un stade, dans une patinoire à 20 000 personnes pour les dernières 10 années, je pense, ouais, c'est pas le même, mais pour moi, j'ai pas vraiment joué dans un Madison Square Garden pour les dernières 10 années. Alors pour moi, ouais, pour moi, c'est pas mal du tout. Je pense que c'est un stade qui est très nouveau. Alors, les vestiaires et puis tout ça, c'est nouveau, c'est beau, c'est juste un peu plus petit. Mais ouais, à l'autre part, je pense que c'est du sans les fans plus intenses que ma première saison, qu'on avait une capacité de quoi, 19 000 quelque chose comme ça. Et puis il y avait ouais, peut-être 10 000 qui étaient là. Ça donnait le sentiment que ouais, c'est presque vide. Et puis maintenant, c'est guichet fermé chaque soirée. Et puis c'est plus petit, c'est plus intense, c'est plus familial. Ouais, moi je l'aime plus que ma première saison. En tout cas, à ce qu'on voit à la télé, parce que j'ai jamais mis les pieds là, mais j'ai regardé quelques matchs des Coyotes et ce qu'on en voit à la télé, en tout cas, et même les commentateurs sur place apprécient beaucoup parce qu'ils sont très près de l'action et vraiment, il y a beaucoup plus d'ambiance qu'à l'époque en Arizona. Yanis, tu fais partie d'un des rares Suisses qui évoluent en NHL. Vous êtes une dizaine. Est-ce qu'il y a des contacts entre vous? Parce que vous vous connaissez pour la plupart par l'équipe nationale, certains par club. Est-ce qu'il y a une chimie? Est-ce que vous restez en contact? Est-ce que vous vous voyez quand vous jouez un contre l'autre entre Suisses? Ouais, ça dépend. Moi, je pense qu'on a toujours un peu de contact. Je pense qu'il y a toujours quelques joueurs qui ont ouais, un contact plus intense. Mais je pense, ouais, tous les matchs quand on joue contre un Suisse, ouais, on dit salut, on échange quelques mots. Et puis, ouais, je pense que c'est juste plutôt ça que ouais, on n'a aussi pas le temps je sais pas, avoir des grandes discussions, mais je pense qu'on a toujours le contact et puis, ouais, on s'échange, échange un peu. Est-ce que tu gardes aussi contact avec d'anciens coéquipiers à Bienne? Est-ce que tu suis encore le club un peu à distance? Est-ce que tu es resté justement avec des fortes relations avec tes anciens coéquipiers? Ouais, je suis toujours là, c'est bien. Je suis toujours en contact avec quelques joueurs. Et puis, ouais, ça, c'est clair que je suis toujours intéressé qu'est-ce que eux ils font et puis comment ça va. Ben, certainement que tu as dû suivre les playoffs la saison dernière d'un œil bien intéressé là, avec la belle prestation du HC Bienne. Yanis, avant de se quitter, j'ai quelques questions en rafale pour toi, des courtes questions, courtes réponses. Donc, on va y aller comme ça, une après l'autre. Je voulais savoir, parmi les villes de NHL que tu as visitées, laquelle est ta préférée? La meilleure ville, euh, ouais, je dirais New York. New York, c'est toujours spécial. Ouais, c'est juste une ville spéciale et puis aussi jouer au MSG, Madison Square Garden, c'est toujours ouais, un truc qui est très spécial. Justement, ma deuxième question, c'était ta patinoire de NHL préférée, outre celle dans laquelle tu joues. J'imagine que tu vas avec New York, le MSG. Ouais, je dois aller avec ça juste à cause de l'histoire. Outre le maillot des Coyotes de l'Arizona, quel est le maillot que tu trouves le plus beau en NHL? Le plus beau, euh, maillot normal ou maillot?
Ce que tu veux. Je dirais, j'ai juste vu le maillot des Hurricanes, les Hartford Whalers Edition. Je pense que ça, c'est vraiment un bel maillot. Ouais, ils vont pouvoir faire l'échauffement aussi, le warm-up avec les pantalons, là, comme à l'époque. C'est vrai que c'est magnifique, ces chandails, ces maillots rétro. Euh, Quel adversaire t'a le plus impressionné? Quel joueur là, que t'as affronté qui t'a le plus impressionné? Ouais, je dois dire Sidney Crosby. Je pense, ouais, quand tu joues contre lui, c'est vraiment frustrant que comment lui, il protège le puck. Toi, t'as l'impression que t'es 3 minutes dans la zone, euh, tu le suis et puis tu essaies de prendre le puck, mais ouais, il donne jamais le puck facilement et puis je pense il a tellement une force sur sa canne, c'est impressionnant. J'imagine que ça doit être assez spécial le premier un contre un dans l'arrondi là, contre Sidney Crosby. Ça doit être quelque chose d'assez spécial. Lequel de tes coéquipiers t'impressionne le plus? Est-ce qu'il y a un coéquipier vraiment là, que ses skills, son patin, quelque chose te flash vraiment qui est vraiment impressionnant? Hmm, ouais, c'est clair que Clayton Keller, il est très, très skilled, mais pour moi, c'est plus impressionnant, c'est Nick Schmaltz. Comme, comme lui, il patine, ça a l'air tellement effortless, mais il est quand même tellement vite et puis il est tellement calme avec le puck et puis il trouve toujours les belles passes. Je pense ça c'est le plus impressionnant comme lui il fait sembler que il fait rien, mais après il est tellement fort. Très intéressant. Je m'attendais pas à cette réponse, mais tu vois, tu l'expliques très bien pourquoi Nick Schmaltz est celui qui t'impressionne le plus. Lequel de tes coéquipiers est le plus drôle dans le vestiaire? Est-ce que vous avez vraiment là, le clown de service? Ouais, on a quelques-uns. Je pense que Jason Tucker, il est drôle. Je pense que Mathias Macelli, il est toujours drôle. Et puis aussi Matt Tamba. On a vraiment quelques-uns qui sont... Aussi Lawson Krause, presque oublié. Lui, il est toujours vraiment très drôle. Ça aide certainement l'ambiance de l'équipe. Est-ce que tu as une rencontre avec une personnalité publique, une vedette qui t'a impressionné? De le franchise ou juste... N'importe quoi, ça peut être du hockey, ça peut être du cinéma, ça peut être... parce que je sais que parfois, bon, dans certains matchs, il y a des vedettes qui viennent rencontrer certains joueurs. Ça peut être de n'importe quoi. Quelqu'un qui t'a impressionné quand tu l'as rencontré. hmm, je sais pas. Ça peut être dans le hockey aussi, ça peut être un adversaire, un coéquipier, n'importe quoi. Moi, je dirais Shane Doan. Je dirais Shane Doan. Lui, ouais, il était le capitaine pour tellement longtemps. Et puis, juste de voir tous tous les chants, like, il l'aime et puis il a tellement de respect dans la franchise, dans la région. Il y a personne qui dit, oh non, je l'aime pas ou quelque chose comme ça. Ça, je pense, vraiment très, très impressionnant. Et puis, je pense, lui, comme leader, les trucs qu'on entend des joueurs qui ont joué avec lui, moi, je pense, ça, c'était vraiment très important. Des joueurs qui ont joué avec lui, de ses adversaires aussi. C'est vraiment un joueur qui a marqué l'histoire des Coyotes de l'Arizona. Vraiment, Shane Doan, c'est vrai que ça doit être très impressionnant. Deux questions avant que je te laisse aller. Ton plus beau souvenir jusqu'ici en NHL? Ouais, je dirais le premier match, premier goal aussi. Ces deux, c'est vraiment très spécial parce que ouais, c'est ça que ouais, que t'imagines toute ta vie et puis ouais, quand ça arrive, c'est très beau.
Dernière question. Le premier repas que tu manges quand tu rentres en Suisse, c'est quoi? C'est fondu. Clairement, fondu raclette. Évidemment, évidemment. Magnifique réponse. Yanis Moser, merci beaucoup pour ton temps. On te souhaite évidemment une magnifique saison. On te suit de loin de la Suisse, mais on a toujours un œil rivé sur les Coyotes de l'Arizona et sur tes performances. Merci, Jonathan. Bye. On retrouve avec grand plaisir Danny Gélina pour notre segment Hop Suisse. Danny, très heureux de te retrouver à nouveau. Oui, avec plaisir, ça fait plaisir. Bon, Danny, on vient tout juste d'entendre l'interview avec Yanis Moser. D'ailleurs, une interview, on le remercie encore de son temps. Il était en déplacement, il revenait d'un match à Dallas, était du côté de Columbus pour nous parler. Et Danny, moi, ce que j'ai beaucoup aimé de Yanis Moser, bon, c'est évidemment sa maturité. Il a été très généreux dans ses commentaires, un jeune homme très mature, mais surtout, il est conscient que l'aspect physique de son jeu doit être la chose qu'il doit absolument améliorer rapidement. Et comme entraîneur, Danny, est-ce que c'est quelque chose de difficile de travailler sur un aspect aussi spécifique que la robustesse? Ben, bon, là, déjà, tu viens de dire deux choses complètement différentes. C'est-à-dire, il parle de l'aspect physique, mais dans quel sens? C'est-à-dire l'aspect physique, c'est-à-dire d'aller chercher un peu de viande, aller chercher un peu de muscle pour être capable d'aller vers un jeu beaucoup plus physique. Hein? Alors, le jeu physique est un aspect tactique et l'aspect développement physique, ben, ça le dit, c'est un développement physique. Alors, c'est deux apports complètement différents et qui se travaillent dans des moments très différents dans une saison. Hein? L'aspect développement physique ne se travaille assez difficilement pendant la saison. C'est la période dans laquelle, surtout que lui, il joue dans une équipe où, malheureusement pour l'instant, et heureusement pour lui, finalement, finit assez tôt. Du coup, sa période de préparation physique, elle est un peu plus longue et c'est là qu'il doit être très vigilant dans les 2-3 prochaines saisons. C'est là, et j'espère qu'il le fait bien avant, c'est-à-dire comme la saison dernière, pour travailler son aspect physique. Après, le développement de l'aspect tactique, c'est-à-dire de jouer plus robuste. Alors là, ça, c'est très difficile parce que ce n'est pas dans son ADN. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on a développé le joueur en Suisse. Et du coup, c'est un mindset qui est très, très important. Alors, il va le développer, mais jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau, il pourra pas, il y a une barre qu'il ne pourra pas franchir. Ça, c'est sûr et certain. Mais tu vois, tu dis ça, puis moi, un des joueurs qui, à l'époque, m'a le plus marqué justement dans sa difficulté de s'adapter à un jeu robuste, à un jeu physique, c'est Raphaël Diaz. Du temps qu'il était avec le Canadien de Montréal, j'allais souvent au Centre Bell à l'époque, et moi, c'est quelque chose qui me frappait beaucoup. Tu avais Piqué Souban qui rentrait dans la Ligue nationale de hockey, souvent qui utilisait les charges pour se propulser, qui savait comment accepter une mise en échec pour bénéficier à son propre jeu. Et à côté, tu avais un Raphaël Diaz qui souvent se séparait de la rondelle pour éviter une charge au lieu de tout faire pour protéger Spock. Et c'est vraiment là où moi, j'ai vu une difficulté d'adaptation de la part de Raphaël Diaz. Je veux rien lui enlever, évidemment, en ses qualités de défenseur, en ses qualités offensives et défensives, mais cet aspect physique-là, ça a été un problème pour lui dans la Ligue nationale de hockey. Et là, Yanis Moser joue dans l'Association de l'Ouest, qui est réputée, et c'est vrai, c'est une conférence qui est plus physique que l'Est. C'est vraiment quelque chose qu'il devra ajouter à son arc rapidement. Oui, et écoute, pour juste aller dans ton sens, j'ai envie de dire que pour Diaz ou pour Moser et puis éventuellement certains autres joueurs qui n'ont pas ça dans leur ADN, hein, parce qu'il y en a qui l'ont, hein, forcément, parce que c'est leur qualité prioritaire. C'est-à-dire qu'ils vont mettre le jeu physique devant le jeu technique et vice-versa, ce qui n'est pas le cas de Diaz. Alors, le cas de Diaz ou le cas de Moser, j'ai envie de dire que c'est notre faute. Nous, entraîneurs ou éducateurs avant, c'est notre faute. Parce que ce sont des joueurs sur lesquels on a dit, vous avez ces qualités-là et on les a laissés jouer. Au lieu de voir le joueur dans sa globalité, puis dire qu'il faut remplir son sac à dos et dire que, ben voilà, l'aspect physique, c'est comme ça que tu dois jouer, c'est comme ça que tu dois être capable de l'accepter. Tu ne dois pas te sauver de ce jeu-là, tu dois être capable de jouer. Quand une équipe va t'amener dans un style de jeu comme celle-là, tu dois être capable de répondre. Et c'est un peu la différence que je fais avec les enfants, bien sûr, mais c'est juste pour comprendre facilement, entre développer un joueur comme une Ferrari ou développer un joueur comme une voiture de rallye.
Elle est très, très simple. La voiture de rallye, c'est qu'en tant qu'éducateur, on essaie de donner le maximum de balles dans le fusil du joueur, dans son sac à dos, pour être capable de répondre à une équipe qui joue rapide, une équipe qui joue technique, une équipe qui t'amène vers le jeu physique à l'époque du SC Berne sur les bandes ou le Genève Servette. Après, la Ferrari, quand il pleut, ça commence à être compliqué. Dans le sable, on oublie. Dans la neige, on oublie. Alors, c'est pour ça que la voiture de rallye me parle, moi, c'est-à-dire d'être capable de rouler dans toutes les températures et à tous les moments. Et c'est comme ça qu'on devrait développer un joueur, c'est-à-dire apprendre à ces joueurs-là à jouer et ne pas les laisser partir dans un jeu qui est le leur et dire « c'est avec ça que vous allez être capable ». Parce que quand ils arrivent à un autre niveau, ils n'ont plus les balles dans leur fusil, puis ils sont un peu perdus. Et puis, J.J. Moser, aujourd'hui, il est rendu là, c'est-à-dire que s'il veut passer la prochaine étape, c'est là. Et là, je dirais que c'est pas tout de sa faute, c'est de notre faute, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné les outils. Et c'est peut-être là où André Tourigny va prendre tout son sens. Hein. C'est un entraîneur-chef. Un développeur. Qui a développé beaucoup de jeunes. Il a passé beaucoup de temps chez les juniors. D'ailleurs, il en parle dans l'interview de son entraîneur et c'est tout bénef pour lui, en fait, d'avoir ce genre d'entraîneur-chef derrière le banc. D'ailleurs, Yannis Moser, quand on regarde ses chiffres, là, c'est l'un des défenseurs, si ce n'est pas le défenseur le plus utilisé dans les dernières semaines du côté des Coyotes de l'Arizona. C'est pas ce qu'on a dit la dernière fois. Hein? Non, exactement. Comme quoi, les choses changent vite. Exactement. Danny, je veux qu'on parle également de Kevin Fiala, qui connaît une saison du tonnerre. C'est 20 points en 19 matchs au moment où on enregistre l'épisode. Il a des points dans presque tous ses matchs depuis le début de la saison. Évidemment, ça va bien pour lui, mais ça va bien pour les Kings de Los Angeles. Et je veux qu'on mette peut-être un petit peu le focus sur les Kings et sur la globalité de cette équipe. Kevin Fiala paraît bien cette saison dans une équipe extrêmement bien structurée, avec une ligne de centre hyper responsable qui permet justement la créativité de Kevin Fiala. C'est une des meilleures. C'est une des meilleures au niveau de la ligne des centres. Et puis, c'est vrai que c'est une équipe qui joue très structurée. Une équipe qui, apparemment, j'ai lu quelques articles. Je n'étais pas au courant forcément qu'on parlerait exactement de ça, mais j'ai beaucoup aimé parce que moi, je suis plutôt dans un sens comme de celui-là, c'est-à-dire jouer structuré, mais en même temps jouer. C'est-à-dire laisser de l'espace suffisant aux joueurs pour être capable de créer, d'amener quelque chose, d'amener du jeu, mais en même temps en étant très responsable défensivement. Et puis, c'est une équipe aujourd'hui où le mot d'ordre, c'est de récupérer l'attitude gagnante qui avait été perdue par le temps. Il y a eu 2-3 articles qui sont passés ces derniers jours. Il y a des joueurs qui disaient que l'attitude des Kings avait été perdue après les Coupes Stanley 2012-2014. Qui avait été perdu et c'était un peu effrité. Et là, aujourd'hui, c'est des joueurs comme Anže Kopitar qui font partie de ces générations-là et qui a ramené un petit peu tout le monde dans le bon sens. Et puis, il apparaît quand même que tout le monde adhère. Vétéran, pas vétéran, tout le monde adhère à ce système et ça se voit sur la glace parce que c'est terriblement difficile à jouer. On en a eu l'exemple. Moi, j'ai regardé le Canadien de Montréal jouer justement contre les Kings de Los Angeles lors du dernier week-end. C'était l'action de grâce américaine. Du coup, il y avait des matchs en après-midi. Et le Canadien avait l'air d'une équipe de la AHL contre une équipe de la NHL. C'est incroyable à quel point la structure mise en place dans cette équipe des Kings de Los Angeles est incroyable. C'est une structure que certains pointent du doigt parce que c'est un peu old school. Ils jouent du 1-3-1, là. Mais en même temps, ça marche et ça force les équipes à forcer un peu le jeu. Ça donne des opportunités aux Kings par la suite en relance. Et c'est une équipe qui a tellement de talent. Tu parlais d'Anže Kopitar. Philippe Danault, c'est probablement le successeur de Patrice Bergeron au niveau des centres défensifs par excellence. Quoique, en même temps, Kopitar a gagné 2 trophées Selke, l'a remis aux joueurs offensifs, défensifs par excellence de la Ligue nationale de hockey. Et cette équipe-là, vraiment, elle est à surveiller pour les playoffs, pour la Coupe Stanley. Ça s'est arrêté rapidement dans les dernières années pour les Kings en playoffs. Mais attention, cette année, c'est une équipe qui peut vraiment espérer aller jusqu'au bout, justement grâce à cette structure qui fonctionne et tout le monde rame dans la même direction. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Oui, tu sais, les gens râlent parfois. Il y en a certains qui disent « Ouais, c'est old school, c'est ci, c'est ça. » Écoute, si ça marche et si l'équipe, elle se sent bien dans un système comme celui-là, je dirais que c'est tout bénéfique et c'est toute l'intelligence du staff d'amener un système que les joueurs ont envie de jouer,
qui ont du plaisir à jouer et qui mettent en place et qui sont capables de répondre. C'est pas les beaux systèmes qui comptent, c'est quel système, quel projet de jeu le staff peut amener aux joueurs pour que les joueurs puissent répondre favorablement avec un maximum de liberté et un maximum de responsabilité. Moi, je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas de système qui est très vieux, qui est très jeune ou quoi. Il y a le système qui correspond à ton groupe, puis c'est tout. Il ne faut pas chercher plus loin. Pour terminer sur les Kings de Los Angeles, au moment où l'on se parle, ils ont 4 matchs en main sur les Canucks de Vancouver et les Golden Knights de Vegas dans la section Pacifique. Ils ne sont qu'à 3 points de Vegas, à 2 points de Vancouver. Ils sont sur une séquence de 5 victoires de suite, 8 dans leurs 10 derniers matchs. Dernier sujet de ce segment Hop Suisse, le retour de Nico Hischier, qui après sa longue blessure, il a raté là, 1 mois d'activité. Il est de retour depuis 2 matchs, 3 points, 2 buts, 1 assist au cours de ces 2 matchs, mais surtout, Danny, 2 victoires pour les Devils du New Jersey. Ainsi va Hischier, ainsi vont les Devils? Ben, oui, c'est pas pour rien qu'il est capitaine, à mon avis. Et puis, c'est vrai que c'est un joueur qu'on sait maintenant, on le répète à chaque année, c'est pas un sniper. OK, il est capable de faire des points, mais c'est pas un sniper. C'est un joueur, en anglais, on dit un two-way player, mais en français, c'est un peu compliqué. Mais c'est un joueur qui joue dans les deux sens de la patinoire, qui peut se sacrifier dans les deux sens de la patinoire. Puis c'est un joueur qui ramène tout le monde à la réalité des plus et minus dans un match. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien beau d'avoir 3 points dans un match, mais si tu finis avec -4, et que l'équipe a perdu, ça ne rapporte rien. Alors, les statistiques individuelles pour Nico Hischier, c'est jamais quelque chose qui a compté énormément au-delà du collectif. Et je pense que c'est ça qui peut ramener, parce que quand tu regardes le différentiel de Timo Meier, ça fait peur, quoi. -12, ça fait peur, quoi. Tu vois, je veux dire, et c'est là que ces joueurs-là doivent ramener, peut-être avoir 2 points de moins, mais avoir un différentiel, un meilleur différentiel. Évidemment, les Devils qui sont décevants depuis le début de la saison, mais la saison est encore jeune. Il n'y a que le quart de la saison de jouer. Et rapidement, avec ces 2 victoires, ils se sont rapprochés à seulement 2 points d'une éventuelle participation au play-off. Ils ont 2 matchs en main sur les Flyers de Philadelphie, 3e de leur division. Danny, on ne va pas plus loin avec les joueurs suisses. Il y a beaucoup d'actualités. On va tout de suite passer au segment Head-to-Head. Segment Head-to-Head avec Danny Gélina. Danny, parfois je me pose des questions. Je ne sais pas trop où aller avec ce segment en début de semaine. Mais la NHL, il y a toujours de l'actualité qui tombe à la dernière minute et c'est le cas encore cette semaine. D'ailleurs, on va commencer avec les actualités là, les plus chaudes, bouillantes de la NHL. À commencer par le remplacement de l'entraîneur-chef du Wild du Minnesota. Et ils ont nommé John Hynes, l'ancien entraîneur des Prédateurs de Nashville et des Devils du New Jersey. Et ma phrase, mon affirmation, Danny, tu me diras si tu es d'accord ou non. John Hynes était le meilleur choix comme nouvel entraîneur du Wild du Minnesota. Ben, écoute, on a fait du réchauffé, là, c'est-à-dire qu'on a pris un gars de la NHL pour être dans la NHL parce qu'on n'a pas eu le courage d'aller chercher quelque chose en interne, si tu veux, puis de dire, ben, on va commencer sur une nouvelle dynamique. Alors, c'est un peu du réchauffé. On est allé chercher un gars qui a déjà l'expérience de la NHL. Avec bon ou mauvais résultats, c'est pas le souci de ma réponse. Mais pour moi, c'est du réchauffé et ça démontre quand même une chose, c'est qu'en NHL, c'est comme une congrégation. Un coup, tu y es rentré, même si c'est pas toujours très bon, tu y restes. Puis pour y rentrer, eh ben, il faut un concours de circonstances et c'est pas évident. Donc, si je te comprends bien, il aurait pu avoir des meilleurs choix que John Hynes comme nouvel entraîneur-chef. Bon, après, j'ai l'air d'un beau, là, parce que s'il aligne 14 victoires d'affilée, j'ai l'air d'un beau cave. Mais là c'est-à-dire que là, intrinsèquement, c'est juste qu'aujourd'hui, en saison régulière, ça montre quand même une certaine fébrilité, puis en même temps, pas de nervosité, mais fragilité de dire on va aller avec un entraîneur qui ne connaît pas trop la NHL ou qui n'a pas l'expérience nécessaire, en sachant qu'il y a des assistants qui sont expérimentés. Ben moi, je te rassure, Danny, je ne crois pas du tout que John Hynes, avec son équipe du Wild du Minnesota, va enchaîner les victoires à son arrivée. Le Wild a 6 victoires en 20 matchs cette saison, mais il faut remettre en perspective qu'il y a des rachats de contrats qui pèsent lourd sur la masse salariale. C'est pas une équipe qui se développe en ce moment, c'est une équipe qui est un peu en damage control, le Wild du Minnesota, et du directeur général Bill Guérin.
Pour moi, il y avait 1001 meilleures occasions que John Hines. Je ne comprends pas cette nomination. Simplement parce que le gars a 9 saisons d'expérience en NHL, oui. C'est un gars qui, dans toutes ses équipes, on dit que c'est un coach assez mou. C'est pas un coach dur, c'est un coach souvent qui se fait marcher sur les pieds par ses joueurs. Jamais en ses 9 saisons, il a passé une seule ronde de playoff. 2 fois seulement, il s'est qualifié en playoff, que ce soit avec les Devils du New Jersey ou avec les Prédateurs de Nashville. Sa présence la plus récente en playoff, c'était lors de sa défaite de 4-0 contre l'Avalanche du Colorado, l'année justement que l'Avalanche avait remporté la Coupe Stanley. Ça s'était terminé en 4. Écoute, moi, comme toi, je trouve qu'ils font du réchauffé avec quelque chose qui n'était pas mangeable. Je vais te dire comme ça, je suis peut-être méchant, mais John Hines n'a rien prouvé en 9 saisons en NHL. Pourquoi on va pas ailleurs? Pourquoi on n'amène pas des nouvelles idées? Pourquoi on n'amène pas des jeunes coachs qui se tuent à la tâche dans des ligues inférieures à la NHL ou qui se tuent à la tâche comme assistant coach ou comme coach dans la AHL? Les équipes développent des entraîneurs. Pourquoi ne pas leur donner la chance au lieu de ramener des gars qui n'ont pas de succès en NHL, oui, qui ont d'expérience, mais qui n'ont pas de succès, et surtout avec une équipe qui n'a pas vraiment l'objectif de faire les playoffs. Là. Soyons honnêtes, le Wild du Minnesota, c'est une équipe... Là, ils sont en train de faire le ménage. Là. Exactement. Ils sont en plein ménage, OK? Et ils doivent éliminer certaines choses. Ils doivent absolument développer des joueurs dans leur club-école cette année. Ils doivent suivre de très, très près tous les repêchages qu'ils ont eus et travailler là-dessus. Et aujourd'hui, est-ce que Hines est le coach qui va être capable de prendre une équipe probablement relativement jeune dans ces prochaines années pour être capable d'amener les Wild dans 2 ans, une équipe intéressante, dynamique, toi? Moi, je pense que là, on a été très frileux. Oui, c'est pas un coach reconnu pour le développement non plus, là, John Hines. Donc, moi, en tout cas, je pense que les deux, on est d'accord qu'il y avait peut-être meilleur choix que John Hines comme nouvel entraîneur du Wild du Minnesota. Deuxième sujet, Danny. Patrick Kane a pris sa décision. Il a signé un contrat d'1 an à 2,750 millions du côté des Red Wings de Détroit. C'est lui, on s'entend, là, qui a décidé son équipe. Ouais. Il a le luxe, Patrick Kane, de pouvoir décider où il veut s'en aller. Il a jeté son dévolu sur les Red Wings de Détroit. Lui qui avait été opéré à la fin de la saison dernière aux hanches. Il avait des problèmes de hanches. Danny, est-ce qu'avec Patrick Kane, les Red Wings de Détroit seront de retour en playoff cette année? Oui, c'est beaucoup de pression pour le garçon qui revient de blessure. Puis c'est pas une petite blessure qu'il a eu quand même, là, okay? Même si on sait que la rééducation se fait assez bien à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça peut devenir très intéressant parce que c'est une équipe intéressante, les Red Wings. Enfin, moi, je les trouve très intéressants. Forcément, quand tu as des jeunes joueurs, il y a des hauts et des bas et il y a des périodes de flottement. Mais moi, je la trouve très joueuse. J'aime la voir jouer. Bon, il y a plusieurs facteurs qui font que j'aime voir jouer cette équipe-là. J'aime les maillots, j'aime les voir sur la glace. Je trouve ça beau. J'aime le côté jeu de cette équipe-là. Alors, moi, j'ai presque envie d'y croire parce que j'aime cette équipe-là. Et c'est une équipe de NHL qui a une histoire, qui a quand même fait quelque chose dans la NHL et qui a un très, très bon passé. Mais on ne vit pas avec le passé, on vit avec le présent. Et ça, aujourd'hui, ils doivent se racheter là-dessus. Mais il y a des bons joueurs là-dedans. Il y a des très, très bons jeunes joueurs. Ça patine, ça joue au hockey. Non, je pense que ça peut être très intéressant. Puis c'est un joueur comme Kane, avec l'expérience de la gang, de l'expérience d'avoir été en haut, ben c'est une plus-value. C'est pas juste un joueur supplémentaire, c'est une plus-value pour les Red Wings de Détroit. Je crois aussi, honnêtement, je crois en cette équipe pour un éventuel retour dans les playoffs. Patrick Kane, tu l'as dit, c'est une grosse blessure aux hanches. Tyler Seguin, des joueurs comme Jamie Benn ont eu ce genre de blessure. Sean Monahan également. Mm-hmm. C'est dur de revenir de ce genre de blessure. Par contre, un Patrick Kane à 70%, ça reste quand même un joueur d'élite. Ça reste quand même qu'il a tellement de talent qu'il peut amener quelque chose dans le vestiaire. Il peut amener quelque chose par son expérience, comme tu l'as dit. Il a gagné des Coupes Stanley. De la pression, il en a vécu parce que c'était un choix de première ronde. Il a joué dans des marchés d'Original Six. Il a joué à Chicago et à New York dans sa carrière. Oui, il connaît ça. Je pense qu'il veut toutes les faire. Tant mieux pour Montréal parce que ce sera sûrement l'un des prochains sur la liste. Non, mais quoi qu'il en soit, il amène des
des intangibles qui vont être payants. Et Steve Eisenman a pris cette décision, je pense, en toute connaissance de cause. Et moi, depuis que cette signature-là a été annoncée, je ne pense qu'à un premier trio avec Dylan Larkin, Alex DeBrincat et Patrick Kane. Ça rappelle le premier trio de l'époque de Chicago avec Jonathan Toews, avec Alex DeBrincat et avec Patrick Kane. D'ailleurs, DeBrincat a connu ses meilleures saisons en carrière aux côtés de Patrick Kane. Il y a vraiment quelque chose de très positif. Maintenant, peut-être que ça va prendre du temps à Patrick Kane à se remettre en marche, mais même s'il fait un demi-point par match, ça reste quand même un très bel ajout pour tout le reste de l'expérience qu'il amène aux Red Wings. Le challenge pour le staff est Patrick Kane, parce que je pense qu'avec un joueur comme ça, il faut beaucoup discuter. Hein. Je veux dire, tu ne peux pas ignorer son ressenti. Je pense que, oui, bien sûr, s'il joue 22, 23, 24 minutes, il va jouer à 70%. Ça, c'est sûr. Par contre, si on lui donne 16, 17, 18 minutes, mais des bonnes minutes, les bonnes minutes qui lui correspondent, là, je pense qu'on peut en tirer un 100%. Ce qui va être dur pour lui, c'est les back-to-back. C'est sûr, mais après beaucoup de temps en powerplay, tu as été obligé de lui donner du powerplay, ça va certainement l'aider. Danny, troisième sujet, les Blackhawks de Chicago. Ils ont mis fin au contrat. Ils ont mis au ballottage Corey Perry dans le but de mettre fin à son contrat. Donc, divorce entre ce joueur et cette équipe. Et mon affirmation, tu me diras si tu es en accord ou non, les Blackhawks de Chicago manquent de transparence. Ben là, on est incapable d'en parler correctement parce que si on fait comme tout le monde, on va juste dire ce qu'on a lu et il y a peut-être le trois quarts qui n'est pas vrai et c'est dangereux de dire tout et n'importe quoi. Parce que tout a été dit. Hein. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. À un moment donné, ils l'ont cherché. Après ça, ils l'ont retrouvé à soi-disant... voilà. Alors, du coup, moi, j'ai du mal à suivre. Mais c'est pas la première fois quand même avec la NHL qu'on essaie de noyer le poisson. Ouais. C'est dommage. C'est dommage parce que là, ça affecte directement un Connor Bedard. Parce qu'il y a eu énormément, on va le dire, là, moi je ne parlerai pas des rumeurs exactement, là, mais il y a eu énormément de rumeurs. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez toutes les lire. Ces rumeurs, c'est parti dans tous les sens par rapport à ce que Corey Perry aurait fait. Et moi, je me dis, protéger Connor Bedard, protéger les Blackhawks de Chicago, c'était la priorité du directeur général. Ça a pris du temps. Peut-être pas énormément de temps, ça a pris 1 journée et demie, 2 jours avant qu'il communique, mais c'était déjà trop tard, la machine à rumeurs était lancée. Il y a eu l'épisode Kyle Beach avec les épisodes là, d'abus sexuels du côté des Blackhawks de Chicago. Là, on est dans le néant sur ce dossier, et je trouve que les Blackhawks auraient eu tout intérêt à jouer peut-être un petit peu plus de transparence, sans nécessairement dire exactement ce que Corey Perry a fait, mais un peu la sortie du directeur général pas plus tard qu'hier, mardi, de dire, ça n'a aucun lien avec un joueur de notre organisation ou la famille d'un joueur. C'est par rapport aux agissements de Corey Perry, point final, d'essayer de mettre un peu les points sur les i sans nécessairement tout divulguer, mais quand même d'être un peu plus transparent, d'être un peu plus clair. Ils ont mis du temps à le faire, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont finalement pas trop appris de ce qui s'est passé auparavant. Ils ont noyé le poisson, puis la NHL fait un peu pareil, un peu comme si ils étaient vachement embarrassés parce que ça touche un joueur qui était censé d'aller au temple de la renommée. Ouais. Pas sûr que si ça aurait été un joueur de quatrième trio, ce serait produit de la même façon. Non, et ça va vite, hein, la machine à rumeurs dans la NHL, on vient de le voir. Le vestiaire, aujourd'hui, le vestiaire est rempli de jeunes, et les jeunes, aujourd'hui, c'est quoi? C'est les réseaux. Alors, du coup, on peut en parler à Babcock qui va te le dire, lui. Évidemment. Danny, le temps file. Dernier sujet qu'on a abordé. Marc-André Fleury ne doit pas être mis à l'amende pour avoir désobéi à la NHL. Je vous explique vite fait le contexte. Il s'était fait faire un masque pour rendre hommage aux Premières Nations et à la famille de sa femme. La NHL, maintenant, qui avait interdit tout signe de soutien, que ce soit à la communauté LGBTQ+, que ce soit aux Premières Nations, tout ça. On voulait enlever tous ces signes de soutien envers différentes communautés, envers la diversité. Et Marc-André Fleury a tout de même porté son masque lors de la période d'échauffement. C'était pas lui le gardien partant de ce match-là. Et pour l'instant, il n'y a pas eu d'amende de la NHL. Est-ce que la NHL doit mettre ou non
à l'amende Marc-André Fleury? Ben, la NHL, elle se trouve dans une situation très embarrassante parce que s'ils ne mettent pas d'amende, les prochains ils vont faire pareil. La NHL ne veut surtout pas perdre le contrôle. C'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Alors, quoi qu'il arrive, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce qu'ils ne pourront pas le laisser passer parce qu'ils doivent garder le contrôle. Hein? Est-ce qu'ils ont raison ou tort? Pour moi, je pense qu'il y a de la place pour le sport professionnel doit aussi montrer certaines, sans excès, sans trop d'excès, mais je pense que parfois, il y a des choses qui méritent juste une reconnaissance, sans pour autant en faire des tonnes et des tonnes. Je crois que cette reconnaissance, elle était propre, elle était, je dirais, distinguée, elle était respectueuse. Je ne sais pas quoi dire parce que c'était pas quelque chose qui m'a choqué à outrance. Tu vois? Alors du coup, puis là, ben, c'est Fleury, quoi. Je veux dire, si ça aurait été Montembeault, je pense que ça n'aurait même pas été fait ni un ni deux, il aurait été. Mais là, Fleury, qu'est-ce qu'on fait avec Fleury, là? Qu'est-ce qu'on fait? Puis du coup, ben, je pense qu'il va se passer quelque chose. Il va y avoir certainement un avertissement. Il va se passer quelque chose. C'est sûr et certain, ça ne peut pas rester comme ça parce que la NHL veut garder le contrôle. Tu parles de joueurs qui... tu parlais de Corey Perry, un joueur qui devrait être au temps de la renommée. Marc-André Fleury, c'en est un autre. C'est une patate chaude un peu pour la Ligue nationale de hockey, mais tu parles, les suivants vont faire pareil. Mais Marc-André Fleury a suivi certains joueurs aussi, parce qu'il y a 2 gardiens qui avaient déjà porté des masques aux couleurs du hockey contre le cancer, là, hockey se bat contre le cancer. Il y avait un joueur également qui avait porté là, le ruban de l'arc-en-ciel. Arc-en-ciel, exactement, en soutien aux communautés LGBTQ+. Et ces joueurs-là n'avaient pas été mis à l'amende. Donc, Marc-André Fleury l'a fait en pensant que ça allait être bon. Pour moi, si tu n'as pas puni 3 personnes, tu es obligé de ne pas punir Marc-André Fleury. Non, c'est pas bien méchant quand même. C'est pas bien exactement, c'est pour une bonne cause. Oui, puis il ne faut pas oublier, là, je vais très loin et je m'excuse pour les jeunes, là, parce que. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs, je ne sais pas dire de cette catégorie-là, mais comment je pourrais dire ça? Donc, de cette culture-là, pardon, comme je peux dire ça comme ça, qui ont fait les beaux jours de la NHL, hein? Mm-hmm. Tu as un maillot juste derrière, là, qui est des Blackhawks de Chicago, là, Stan Mikita. Il vient d'où, lui? Stan Mikita, il est Hall of Fame, hein? Ouais. Alors, c'est juste une question de respect. Après, je l'ai dit, pour moi, c'était propre, c'était distingué et respectueux. Alors, du coup, il n'y a pas trop de... tu sais, il a fait son truc, puis après ça, basta. Il est passé à autre chose. Le masque, il est parti aux enchères pour une bonne cause. Exact. Et les gars, qu'est-ce que vous voulez de plus? Exact. Et bon, j'ai écouté Elliot Friedman dans le podcast 32 Thoughts de Sportsnet et il a amené un point très intéressant. La Ligue nationale, oui, doit mettre des limites parce que toutes les ligues en ce moment professionnelles ont peur de logos ou d'un soutien à différents pays ou à différentes nations dans les grands conflits mondiaux qu'on vit en ce moment. Et ça, je le comprends. Mais par contre, en soutien à des minorités, en soutien à des Premières Nations, qui est, mine de rien, les premiers habitants de l'Amérique du Nord, de soutien aux gens de la diversité, aux minorités, je pense quand même que c'est beau de voir des athlètes professionnels, des héros de tout le monde se tenir debout justement pour célébrer cette diversité. Et j'espère que la Ligue nationale ne sera pas sévère. Danny, merci beaucoup pour ta présence sur Overtime NHL. Toujours un plaisir. Déjà? Ah. Déjà, ça passe vite, mais avec une entrevue de 27 minutes, ça passe vite. Non, mais c'est bien, les gens vont être contents d'avoir une belle entrevue d'un joueur vraiment sympathique. Et certainement content de t'entendre également. On donne rendez-vous dans quelques semaines pour un autre épisode d'Overtime NHL. Merci, Danny. Bye. Avec plaisir. Au revoir. Plusieurs rendez-vous NHL sur MySports ce week-end, dont le match commenté en français. Ce sera le Wild du Minnesota qui affronte les Blackhawks de Chicago. On aura la chance donc de voir John Hines derrière le banc de sa nouvelle équipe du côté du Minnesota face à Philippe Kourachev et Connor Bedard. On est chanceux parce qu'évidemment, avec un joueur suisse à Chicago, on a la chance de voir souvent Connor Bedard sur MySports. Donc, profitez-en. Un match qui promet entre 2 équipes qui sont à la traîne dans le classement du côté de l'association de l'Ouest. Je vous donne également rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Overtime NHL. Je vous remercie d'être fidèle au rendez-vous, d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine et je vous dis à dans 2 semaines. Bye bye.
Tous les matchs de la National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.